إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureuse de vous rencontrer dans les studios de Qanat al-Qur'an al-Karim pour cette nouvelle saison, Inch'Allah, de Sur la voie du changement. Pour cette seconde saison de Sur la voie du changement, nous accompagnerons au cours de nos discussions messieurs Kamel Chket, membre fondateur de la Ligue des oulémas, des imams et des prêcheurs des pays du Sahel. Également Dr Cherif Driss, politologue et enseignant à l'école supérieure de journalisme d'Alger. Et ultérieurement, au cours de nos prochains numéros, le professeur Rabh Kched, professeur en sociologie. Mais laissez-moi tout d'abord vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Il y a quelques jours, la 23e édition du SILA a clôturé ses portes. Sur les 1018 maisons d'édition qui y ont participé, 300 000 titres ont été proposés à la vente et 47 pays étaient présents. Mais aussi, un éditeur algérien s'était retiré de ce SILA 2018 et un éditeur iranien avait dû fermer son stand pour avoir enfreint certains règlements intérieurs du salon. Alors ces quelques incidents qui ont émaillé cette rencontre annuelle ont évidemment fait le buzz sur la toile et on a beaucoup parlé à propos de l'exposition de certaines lectures au minimum étonnantes, voire choquantes et au plus insultantes, haineuses, voire racistes. C'est ce qu'on a écrit souvent sur le web. Pourtant, il faut bien le rappeler, des réserves ont été émises sur une soixantaine de livres qui portaient atteinte à la religion, entre autres, et qui n'ont pas été exposés au cours de ceci-là. Certains livres ont réussi tout de même à faire leur petit chemin entre les stands. Mais en même temps, certaines voix se sont levées contre ces décisions. Alors évidemment, on va se poser certaines questions face à tout cela. Dans quelle mesure les impératifs sociopolitiques ou symboliques peuvent-ils justifier d'une ingérence dans la liberté d'expression? Comment considérer que telle ou telle publication est attentoire à l'identité, à la religion, à la cohésion sociale, à la dignité nationale ou à tout autre paramètre qui entraverait la sérénité de la société? Ces ingérences ne doivent-elles pas intervenir que sous une grande astreinte, sous peine d'être instrumentalisées et devenir de la censure tout simplement? Ces questions, même si elles paraissent choquantes pour certains d'entre vous, méritent d'être posées. Et justement, avec nous, pour en parler, Monsieur Zahir Bettache, attaché de presse du commissariat du SILA. Salam alaikum. Salam. Merci pour l'invitation. Vous êtes également spécialiste du monde du travail et vous avez publié entre autres ouvrages le grand manuel du droit du travail. Oui. Alors aussi là, les livres dont on parle ne représentaient, cette soixantaine de livres ne représentent que 0,002% du nombre des livres exposés. C'est plutôt infime, mais les 2 ou 3 ouvrages qui ont réussi à trouver place dans les stands ont créé la polémique. Écoutez, tout d'abord, juste une petite mise au point. Parmi les 60 titres, les 54 titres ayant fait l'objet d'une, disons entre parenthèses, d'un retrait, ne portent pas seulement sur la religion. Oui. Parce que la loi est claire là-dessus. Nous sommes un pays d'institutions
Absolument. Et c'est une pratique qui ne relève pas seulement de l'Algérie. Oui, et c'est la C'est loi une 15, pratique, juste oui. pour rappeler, c'est Très la bien. loi La loi 15-13 qui correspond au livre juillet et à 2015 relative voilà. aux activités et au Dans marché son du article livre. 8, Oui. d'ailleurs, il parle de la religion islamique et d'autres religions. Oui. On n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit mis à part donc, la religion, il y a d'autres points qui ont été relevés dans l'article 8. Qui parle de tout ce qui est discriminatoire, de tout ce qui est... Attentoire à l'identité nationale, voilà, l'identité, à la souveraineté. La souveraineté nationale, D'ailleurs, il y a eu la un défense livre qui a été retiré nationale, aussi. oui, aux enfants aussi. Parce que, donc tous ces titres, il n'y a pas que la religion. Deuxième point, on ne peut disons, cadrer ceci-là que dans ces petits points insignifiants. Parce que le SILA est plus grandiose que le... il n'y a pas que ces points aussi. Il y a tous les points positifs qu'il faut souligner dans cette édition du 23e, dans la 23e édition. Chaque année, on aura le même problème. Soyez sûrs. Chaque année, le SILA, il a ses problèmes à lui. Même si on remédie au problème de la 23e édition, la 24e pourra, parce qu'il y a une évolution dans la réflexion. Je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est un constat que j'ai fait moi-même. L'année passée, nous avions 250 000 titres. Il y avait plus de retraits que cette année. Oui. Cette année, nous avons 300 000, 250 000, je me souviens plus, un peu plus de 60, 70. D'accord. Cette année, il y a 300 000 titres et il y a moins de livres entre parenthèses interdits. Donc, ça veut dire, ce qui veut dire que les gens commencent à comprendre les rouages de la réglementation algérienne. Les éditeurs étrangers et les exposants qui nous viennent de l'étranger commencent à accepter toute la panoplie de textes que leur suggère donc le SILA et l'Algérie. Ce sont tous des livres édités à l'étranger ou il y en a qui ont été édités ici en Algérie? Ok, non. Toutes les éditions algériennes, qui ont été qu'elles portent les lesbiennes, ne sont pas du tout interdites. Oui, bien sûr. On ne parle pas les ouvrages qui ont été interdits d'être exposés au SILA. Est-ce qu'ils sont tous d'édition algérienne ou édition étrangère? Des éditions étrangères, bien sûr. Et ça parlait de quoi? Enfin, je veux dire, grosso modo, on ne va pas faire essentiellement. Faire de la pub sur les titres ni sur les pays parce que essentiellement, oui. Quelle thématique ça touchait? Oui, c'est tout ce qui rentre dans l'article 8 de la loi. De la dite loi. Voilà. Très bien. Monsieur Kameshket, alors pour vous, il est essentiel de concentrer les efforts sur la question de la sécurité culturelle et intellectuelle et vous avez vraiment envie d'en parler pour ces petits points que monsieur Zahir Bettache juge insignifiants. Oui. Alors déjà, tout d'abord, je voudrais, parce qu'à 2 reprises, M. Bettache a utilisé le mot livre interdit sous réserve. Il faut savoir que dans tous les salons du livre sur le plan mondial, il est strictement interdit de porter ne serait-ce qu'une demi-critique, par exemple, sur la Shoah. On n'a pas le droit de parler de ça. Donc, partout, il y a des livres qui sont interdits. Moi, quand je parle de sécurité intellectuelle, qui sont interdits d'être exposés ou édités? Exposés, édités, vendus, vous êtes un révisionniste, donc vous êtes carrément banni. On risque même des poursuites pénales, hein, pour peu que vous fassiez ne serait-ce qu'une réflexion sur le sujet. Mais admettons que vous alliez écrire un livre qui se poserait des questions sur certaines aberrations historiques liées à la Shoah business. Eh bien, vous n'avez pas droit de citer, vous n'avez pas droit d'exposer, vous n'avez pas droit de publier, à moins que vous ne le fassiez à compte d'auteur. Et d'ailleurs, tous les révisionnistes dans ce domaine font des livres à compte d'auteur et sont beaucoup plus dans l'édition numérique que dans l'édition en version papier. Ça n'existe pratiquement pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc à ceux qui se trouveraient plus ou moins outragés de cette interdiction ou censure, ça existe partout. Cela dit, quand je parle de sécurité intellectuelle, je parle de cela en fonction de tout ce qu'a connu l'Algérie. Et là, nous sommes dans un travail de réflexion sur la prévention de la radicalisation.
Et nous savons très très bien que cette radicalisation est passée par une certaine culture qui a été très très abondante et très très médiatisée, vulgarisée à outrance dans notre pays. Donc, il est plus que nécessaire, sur le plan religieux, je parle, de bien verrouiller les choses. On a Attendez, entendu... quand vous dites verrouiller. Je vais m'expliquer. On a entendu, par exemple, parler de ces livres chiites qui ont été interdits parce qu'ils portaient carrément atteinte. C'est pas parce qu'ils étaient chiites. Non, parce qu'ils portaient atteinte, c'est des insultes contre Aïcha, les compagnons du prophète, ce qui, religieusement parlant ou d'un point de vue purement éthique, n'est pas du tout admis. D'autant plus que nos amis chiites interdisent... C'est plutôt safawite que chiite. Mais bon, c'est dans le giron. Bien sûr, il faut savoir faire la part des choses entre les différentes factions chiites. Mais je suis pour le fait que l'on interdise ce type de livre ici en Algérie, tout comme l'on interdirait d'autres livres de certains courants qui prônent la haine de l'autre, l'exclusion, etc. Mais autant je suis... Les interdire pour tous, parce que lorsqu'on est adulte, oui, et responsable, et mature et tout, non, on a envie de lire, oui, savoir, quand on parle d'interdiction, justement, il ne faut pas que la chose s'inscrive dans l'absolu. Il y a eu un autre livre qui a fait polémique, celui qui parle sans citer oui, qui nom. parle des derniers jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre que j'ai lu il y a 2 ans qui n'a aucune consistance, mais c'est une littérature qu'il nous faut avoir sur le marché algérien. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que pour faire un peu de gymnastique en termes de critique. Le lecteur, surtout ceux qui sont spécialisés dans certains domaines, ils doivent avoir accès à cette littérature. Vous pensez qu'il est intéressant d'avoir ce type de livre Non, bon, écoutez, vous savez, dans sur mon le marché, domaine, oui, mais peut-être pas aussi là. Pas aussi là, pour une question de représentation. Oui. Parce que le sila, c'est un miroir qui est censé refléter ce que nous sommes. Et encore heureux, je faisais une vente dédicace et l'auteur de ce livre faisait une vente dédicace sans qu'elle n'ait été inquiétée en quoi que ce soit. Ce qui donne quand même une idée de la maturité des gens, des hommes de masse, des femmes et des hommes de masse qui étaient là. Il y avait quand même de la retenue et de la maturité, ce que vous ne trouverez même pas en Occident, et encore moins dans le pays de cet auteur. Donc c'est vrai qu'il faut plus ou moins, je reprends le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, verrouiller un peu les choses, être plus ou moins vigilant, parce que certaines idées peuvent... Ça veut dire quoi, verrouiller un peu les choses? Par exemple, il y a des livres... des safawites, par exemple, ou des chiites, des courants chiites les plus extrémistes qui ont existé à travers l'histoire. Ces livres ne jouissent d'aucun crédit sur le plan religieux, surtout pour nous sunnites. Mais c'est des livres qui doivent exister, que l'on devrait trouver, ne serait-ce que dans les librairies, les bibliothèques des universités, etc. Parce que les chercheurs doivent avoir accès à cela. Il y a d'autres livres qui sont plus ou moins critiques sur l'islam. Je peux vous donner des titres. Je ne sais pas, moi, quand vous lisez Geschichte des Korans, l'histoire du Coran de Théodore Nöldeke, il est plus que critique vis-à-vis du Coran. D'ailleurs, on sent très bien qu'il essaye par tous les moyens possibles et imaginables de jeter le discrédit sur l'authenticité même du Coran. Mais c'est là une étude que tout chercheur qui se respecte devrait avoir lu. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui se spécialise dans les sciences du Coran et qui n'ait pas lu ce livre de Théodore Nöldeke qui quand même donne une idée de la dimension de l'homme en question. C'était une bibliothèque, ce type. Le livre, je ne l'approuve pas, religieusement parlant, je ne l'approuve pas sur le plan même sentimental, mais il faut le lire, il faut l'avoir. Un étudiant en sciences islamiques devrait avoir accès à ce type de littérature. Pour réconforter sa position. Ce que nous disons en langue arabe, vous savez, nos maîtres nous disaient c'est ce qu'on nous disait. C'est-à-dire il faut lire ce type de livre, ne serait-ce que pour se prémunir.
Mais il y a maintenant tout demande une certaine gestion. Où ces livres devraient-ils être vendus? À qui devraient-ils être vendus? Comment ceci devrait se faire? À qui? À qui? À qui? Généralement aux spécialistes. Non, on ne va pas surveiller. C'est-à-dire que dans un salon du livre tel que le SILA, bien sûr, il est clair que ce type de livre ne devrait pas Voilà, avoir parce que c'est une droit représentation Oui. importante. Et Oui. puis, c'est une représentation de ce qu'on est, nous, les Algériens. Monsieur Chérif Deli, les choses peuvent être on peut facilement mélanger entre protection, préservation et censure et inquisition. En fait, c'est-à-dire qu'on est dans une quadrature de cercle. C'est-à-dire entre fermer et ouvrir, où est la ligne médiane? C'est-à-dire que je rejoins un petit peu ce qu'a dit mon ami Kamal Chikette. Moi, au lieu de contrôler, je dirais mieux encadrer. C'est-à-dire que le dilemme est le fait d'ouvrir toutes les portes et accepter qu'on importe et qu'on exporte des livres, même qui portent atteinte dans son contenu, à des référents indispensables de l'identité nationale, que ce soit civilisationnel, historique et religieux, ou bien fermer de dire que ce qu'on ne connaît pas nous effraie, donc on ne l'importe pas. Ça d'une part. Deuxième élément, c'est-à-dire qu'on a beau contrôler. M. Bettache nous a parlé d'une soixantaine de livres, me semble-t-il. 54 livres. Mais qui nous dit que parmi les autres livres, il n'y a pas des livres à contenu, c'est-à-dire offensant à l'égard aussi bien de l'identité et la religion. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que si on doit contrôler, on doit encadrer plutôt, on doit le faire de manière très intelligente. Et à savoir que ce n'est pas parce qu'un livre qui parle de la religion qui est forcément mauvais. Je suis tout à fait d'accord avec M. Chikette en disant qu'il y a des livres, oui, qui sont polémiques. Il y a des livres qui sont attentatoires, offensants. Doit-on les brûler? Doit-on les rejeter? Moi, je ne suis pas de cet avis. Au contraire, pour connaître l'autre, il faut lire comment il a procédé, sa façon de penser, sa façon de faire. Les musulmans, comment ils ont réussi à bâtir une grande civilisation? Si ce n'est pas avoir lu ce qui a été écrit par tout le monde, c'est-à-dire par les Grecs, les Latins et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que pour déconstruire un discours, il faut comprendre ce discours. Donc quand on parle de livres, c'est-à-dire qu'on expose des livres, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont destinés à un public initié et que ce public initié doit les étudier. Dans tous les pays qui se respectent, c'est-à-dire dans les grands salons du monde, à part ce qui a été dit par rapport aux livres qui sont révisionnistes, on étudie tout, on lit tout, on encourage à lire. Pour connaître les autres sociétés, il faut lire, il faut passer à travers les livres, qu'on arrive à comprendre le mode de pensée de ces sociétés. Maintenant, en Algérie, quand on parle, il y a des livres qui peuvent menacer notre existence identitaire, nos référents identitaires qui sont suivis. Est-ce qu'un livre peut le faire? En fait, c'est-à-dire qu'il y a le problème du point de vue duquel on se place. C'est-à-dire pour certains, ils vous disent, par exemple, le livre, en fait, la critique de l'islam, la critique des musulmans, c'est quelque chose allant de soi. Je ne pense pas que le problème est dans la critique. Peut-être le souci est dans l'insulte. Parfois, il y a de l'insulte. Oui, il y a de l'insulte. La critique, je pense qu'il faut non, être... quand l'insulte, il y a des livres. Il faut grandir aussi pour accepter. Non, il y a des livres vraiment insultants. C'est-à-dire encore qu'il y a des livres vraiment insultants qu'on a réussi à leur dresser une barrière pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on arrive à donner une définition à géométrie variable et élastique au mot insulte, c'est-à-dire une critique objective bien fondée, on la considère comme une insulte. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le fait de dire qu'il y a certaines vérités historiques qu'il faut les revoir, certains moments fondateurs qu'il faut les revoir, qu'il faut les discuter, pas les revoir, du moins les discuter, on dit non, il ne faut pas toucher, non, c'est offensant, c'est insultant. Non. C'est-à-dire qu'il faut étudier certaines vérités historiques parce que l'histoire a été rapportée par des gens. Et les gens, par moment, par oubli, parfois par intérêt, par instrumentalisation, on a tendance à mettre en valeur certains faits et à escamoter, à éluder certains faits. Donc, il faudrait que les initiés, c'est-à-dire que les experts, les spécialistes, les universitaires, les académiciens, puissent avoir accès au contenu de ces livres pour les étudier et voir quel discours a été construit, quelle narration, quel récit a-t-il été fait de ce moment pour pouvoir en juger effectivement
c'est vrai que ça s'est passé à un moment donné, ou bien non, il y a des contre-vérités, il y a de l'insulte. Il y a des et peut-être aussi, excusez-moi, et peut-être aussi, comment dire, inciter à écrire, parce que la meilleure réponse, je pense, c'est par l'édition d'un autre livre. Oui, justement, il me semble qu'on aura toujours ce même problème. On a pu occulter tant de choses, beaucoup de choses, qu'on se retrouve maintenant devant le fait accompli. Oui. Doit-on le dire aussi que nous sommes tous responsables de cette situation-là? Doit-on aussi revoir notre copie? Doit-on aller dans la voie du changement et de revoir notre copie d'abord par rapport à nos enfants? Créer cet être humain, cette ressource humaine qui puisse elle-même se défendre, donner une autre façon d'aller au-delà de cette problématique. Pensons-nous aussi au livre de l'enfant, avant qu'ils aient accès à ce genre sécurisons d'abord nos enfants, sécurisons d'abord. Sachant aussi quelle voie de changement prendre. À partir de là, il me semble, tous ces problèmes ne seront que du passé et que ces problèmes n'auront plus place dans notre société. Le livre lui-même, on ne peut pas dire qu'il y a un livre qui est mauvais et un autre qui n'est pas mauvais. Probablement, et c'est de bonne guerre aussi, d'essayer de vous inculquer mes idées. Oui, c'est de bonne guerre aussi qu'on essaie à tout prix de nous faire donc avancer dans leur voie. Mais à nous aussi d'aller dans la même optique, d'essayer d'être à l'avant-garde. N'a-t-on pas aussi occulté trop de choses au passé auxquelles nous sommes actuellement, on est en train Par exemple, quand vous dites occulté. À un certain moment, il y a eu tellement d'amalgame dans tout ce qui est le livre religieux qu'on ne sait même pas à quel sens se vouer. Et maintenant, il faut revoir notre copie. Et c'est ça justement la voie du changement. Oui. Pour abonder dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut dire que la société algérienne, c'est une société de tradition orale. On est plus dans l'oralité que dans l'écrit. Et ailleurs, il y a des organismes spécialisés qui encouragent, qui subventionnent et qui donnent des budgets faramineux pour encourager l'écriture. Je dirais peut-être, toute proportion gardée, en mettant un petit peu de guillemets sur le mot, notre tort, c'est d'avoir déserté certains espaces, certains domaines, et avoir laissé l'autre écrire à notre place. Quand l'autre écrit à votre place, il interprète l'objet de son écriture selon des paramètres, selon son référent identitaire, selon ses intérêts. Ses intérêts, bien entendu. Sans oublier que l'écriture, l'édition, c'est une industrie. C'est une industrie. C'est-à-dire, posons-nous la question, c'est-à-dire que quelle est la part du budget de la culture et de l'édition dans tout le budget national? Et on part du principe que c'est un terrain, quand on ne l'occupe pas, c'est l'autre qui l'occupe. Oui. Voilà, je crois qu'il faudrait repenser la façon, notre rapport au livre, notre rapport à l'écriture, et de dire finalement, il est temps, maintenant, il est temps plus que jamais, de prendre les choses à bras-le-corps et de prendre les choses très sérieusement et d'encourager l'écriture dans tous les domaines et d'accepter la critique, parce que si on ne le fait pas, c'est l'autre qui le fait à notre place. Oui. Vous êtes donc au commissariat du SILA. Justement, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Cherif Driss, quelle est votre évaluation justement des écrits algériens? Dans quelle spécialité plutôt est-ce qu'on est plus dans le roman? Est-ce qu'on est plus dans les livres stratégiques, dans la réponse? Dans quel type de livre on est? Cette année, la 23e édition, on a vu qu'il y a un autre penchant. Un certain temps, il y avait des éditions auxquelles le livre religieux était en première ligne. Le livre religieux historique et celui du fiqh essentiellement. Oui, on a eu des éditions auxquelles le roman lui-même s'est placé en premier. Cette année, il me semble, il y a un penchant vers le livre de droit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un terrain qui a été délaissé, donc il a repris, ou c'est... Il y a une directive dans ce sens. Un besoin peut-être. Peut-être un besoin. Donc cette année, il y a quelque part, le livre religieux n'a pas vraiment, comme les éditions précédentes, n'a pas. Par contre, le livre le roman et le livre de droit ont pris la première place. Quand vous dites le livre religieux, en fait, on a trouvé beaucoup de publications qui ne sont pas religieuses, qui ne s'intéressent pas au fiqh.
mais qui s'intéressent justement à l'islam. Oui. Beaucoup. Des livres étrangers, des livres des éditions algériennes, des écrivains algériens qui se sont intéressés à l'islam d'un point de vue très très critique. Critique, bon, dans les deux sens. En fait, même... Je ne dis pas critique, ça veut dire négatif. Oui, non, non, critique, non, parce qu'il y a les deux. On a trouvé, d'après ce que j'ai vu, parce que bon, j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises, j'ai réédité un livre qui s'est vendu au profit de la Zawiya de Cheikh Taharait Al-Jat. Donc j'ai été obligé d'y aller pour les dédicaces, mais j'ai fait un tour. Sur le plan religieux, il ne s'agit plus de reproduire les classiques que nous avons. Nous sommes à une époque où même des gens musulmans dont on ne doute aucunement de la foi sont en phase, sous des pesanteurs théologiques, sont en phase de se poser des questions légitimes. Elles sont d'ordre existentiel, elles peuvent concerner le dogme, elles peuvent concerner le droit canon, le droit juridique ou même cultuel. Il y a des questions qui se posent. Il y a aussi la nécessité, vu l'effet de la mondialisation, d'essayer de réexpliquer le Coran à la lumière des données actuelles, d'expliquer aussi certains points de la tradition islamique. Donc tout ça a concouru à ce type de littérature. Cela dit, quand nous parlons, là, puisque le thème central, c'est une sorte de sécurité culturelle, il n'y a pas que le livre religieux qui peut poser problème. Vous avez aussi, alors j'ai remarqué, chez certaines maisons d'édition étrangères, essentiellement occidentales, il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont peut-être plus dangereux que ceux qui ont été interdits. Parce que vous avez, c'est des livres qui ont été écrits à dessein par des spécialistes, et vous avez cette idée du genre, etc., qui est soumise de manière très très soft, très très digest. Et les enfants, de manière inconsciente, ils vont tout ingérer, et ça peut avoir des répercussions. Donc il y a un travail qui est fait vous savez, subtil. tout le monde, quand on parle de livres, on parle de guerre d'idées, carrément. Le livre, c'est ça. Il n'y a pas de bons et de mauvais livres, il y a des bons livres et des livres dangereux, et ça reste relatif. Non, parce que ce qui est bon pour moi, attendez. C'est les abus. Non. Parce que dire un livre dangereux et un livre bien, un livre vous pas savez, bien. Non, cette notion existe, de livre dangereux. Un livre dangereux, c'est quoi? C'est un livre qui va s'opposer aux intérêts d'un lobby, d'un groupe, et ça marche comme ça. Vous pouvez avoir, par exemple, il y a un livre qui est extrêmement dangereux puisqu'il a fait ses preuves. C'est un théoricien des groupes terroristes qui a carrément inventé un concept, Idaratut Tawahhush, la gestion de la monstruosité. On s'est dit... Qui est gratuit sur Internet. Qui est gratuit sur Internet. Ça, nous sommes là dans l'une des 2200 thèses à peu près qui font le monde de l'extrémisme musulman. On ne peut pas le qualifier autrement, parce qu'il se réclame de l'islam. Eh bien, ce livre est dangereux pour nos musulmans. Mais c'est un livre qui n'a jamais trouvé aucun obstacle sur la toile. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui fait l'affaire de certains détracteurs de l'islam. Vous pouvez maintenant trouver un autre livre. Je vais vous donner comme exemple Introduction à l'étude de l'islam de Abdelrahman ibn al-Haffaf, qui a été écrit en 1921 en français. Un très beau livre. Ce livre est dangereux. Il est considéré comme dangereux par certaines parties occidentales. Pourquoi? Parce que quand les gens lisent Abdelrahman ibn al-Haffaf, j'ai testé cela, à 70% les gens se convertissent à l'islam. Ça devient un livre dangereux. Vous comprenez? Cette notion de livre dangereux, elle existe autant chez nous que chez les autres. Sauf que il ne faut pas faire dans la paranoïa. Il faut, dans toute société qui se respecte, et c'est l'histoire des musulmans est là pour le démontrer, il faut toujours un minimum
d'opportunité au débat, quel qu'il soit, contradictoire, mais il vous faut, si vous voulez avoir la vraie sécurité, c'est ça. Parce que si je vais prendre par exemple, prenez le modèle qui a été suivi par exemple chez les pays du Golfe pendant un certain temps. Tout était interdit. On ne lisait rien, il fallait lire un tel. Vous aviez une panoplie de 10 savants, c'est les seuls qui avaient le droit d'être lus. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait une société très malléable après, très programmable. Écoutez, oui, plus que programmable. Ensuite, vous prenez ces jeunes-là qui ont appris des notions de dogme par cœur, vous les mettez face à, par exemple, à un existentialiste, un athéiste, un communiste, et ben, il arriverait en 2 temps, 3 mouvements à semer le doute dans leurs esprits. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. En termes déjà d'apprentissage, ils accusent une fragilité incroyable. Moi, j'ai besoin que le jeune Algérien, même celui qui étudie dans une zaouia, j'ai envie qu'il lise tout ce qui pourrait être soumis à la lecture, point barre. Sauf que là, personnellement, je n'ai ni le savoir-faire, ni l'intelligence pour essayer de trouver la ligne médiane que nous cherchons tous. Mais il faut qu'il y ait tout. J'aimerais bien, moi, quand je rentre dans une bibliothèque, j'ai envie de trouver de tout. Ce qui va dans le sens qui est le mien, comme ce qui peut heurter carrément ma sensibilité, ce n'est pas un problème. L'important est de lire. Sauf que, en termes de représentation, il y a un minimum. C'est-à-dire, ce livre, vous ne le trouverez pas au SILA, parce que le SILA est une institution. Et vous le retrouverez dans une librairie à Alger ou n'importe où en Algérie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas hostiles aux idées qui sont contraires à nos convictions. Très bien. Et donc, comment faire justement pour pouvoir protéger nos repères, notre identité, ce qu'on est, tout en respectant justement cette liberté d'expression? Est-ce que ces tentatives de protection devraient bénéficier des mêmes droits que le droit de la liberté d'expression? Enfin, c'est déjà la première des choses, il faut commencer par faire aimer la lecture à nos enfants. La lecture, ça commence au bas âge. Ça commence à la maison, ça commence à l'école. Je me souviens, il y a plus de 30 ans, 35 ans, voire même plus de 40 ans, quand on était petit à l'école, quand on obtient de bonnes notes, on nous achetait des petits livrets. C'était le bon prix, en fait. C'était le bon prix, le premier prix. Maintenant, le premier prix, on donne un téléphone et une tablette. Ça, c'est déjà un travers. Bon, c'est la technologie, la modernité. Je ne sais pas si c'est un travers, c'est l'époque. C'est l'époque. Dans une tablette ou dans un téléphone, on peut télécharger des fichiers PDF, des livres et lire. Tout à fait. Rien n'empêche. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Sauf que là, maintenant, quand je dis l'un des travers de la technologie, c'est qu'elle a créé une certaine paresse et elle a créé une certaine distance par rapport au toucher, le palpable. C'est-à-dire quand on nous dit il faut lire, prendre un livre, c'est humer le parfum du papier. Ça, c'est très important, quitte à avoir une allergie par la suite. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de voir un petit peu l'évolution de la société, c'est quelque chose qui va de soi, bien entendu, c'est la technologie, c'est l'époque qui le veut. C'est que même les enfants maintenant, j'ai comme l'impression, et peut-être je me trompe, c'est qu'il y a certaines traditions qui étaient très très bonnes à l'époque. Quand un enfant obtient le premier prix, on lui donne des livres. Là, maintenant, on lui donne une tablette. Et même chez les adultes, vous trouvez chez les autres, ça nous arrive, mais nous-mêmes, c'est qu'on est plus dans le numérique qu'on dans le papier. On a l'Internet, on télécharge des livres en PDF, des articles en PDF, on a des livres dans les e-books, dans les rayons des bibliothèques, on ne les touche pas. Déjà, la première, il faut se réconcilier avec le livre. Et ça commence par la famille, la première des choses. Encourager la lecture. Deuxième élément, c'est encourager le débat. Vous savez que maintenant, dans l'enseignement, aussi bien dans les 3 paliers, l'éducation nationale, l'université, les méthodes d'enseignement de la pédagogie ont évolué. On n'est plus dans la méthode behaviorisme linéaire, qu'on dirait le maître et le disciple. C'est-à-dire que le disciple n'a pas le droit de penser, on pense à sa place. Là, maintenant, les nouvelles méthodes de pédagogie à l'échelle mondiale, on est dans ce qu'ils appellent la coproduction du savoir. L'élève, l'étudiant, ou plutôt on parle l'apprenant,
contribue à produire son savoir. De quelle manière? En l'encourageant à lire, en l'orientant vers des lectures qui l'aident, qui lui permettent de réfléchir. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à former un citoyen qui fait la part des choses. Quand demain, vous l'incitez à aller dans une librairie, dans un salon de livres, si son regard croise certains livres qui pourraient être jugés comme subversifs, ça veut dire qu'il n'a pas cette crainte, cette peur de le toucher. Troisième chose... Mais attendez, vous avez dit l'orientation, son orientation vers des lectures. Donc déjà, au début, ça commence par ça, par orienter. Non, comme dit, on va dire pour le former. Peut-être, je retire le mot, on dit le conseiller. Conseiller, par exemple, quand on est par exemple enseignant à quel que soit le palier, quand les étudiants, l'élève nous disent, monsieur, qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture? On peut lui dire, voilà, il y a tel ouvrage sur le thème, mais celui-là, il serait plus intéressant à votre niveau-là, à ce niveau-là, première année d'université, au lycéen. Vous ne pouvez pas comprendre celui, par exemple, la compréhension de la religion et tout. Ça, c'est très compliqué. Par contre, celui-là, il est dans la vulgarisation. C'est-à-dire que là, une orientation qu'on je dis le conseiller. Mais il y a un élément qui est très important quand on parle du livre, le métier du livre. Ailleurs, quand vous entrez dans une librairie, vous avez en face de vous des professionnels. Une librairie, ça ne vend pas uniquement des livres. Il n'y a pas que le côté mercantile qui est très important. C'est une industrie, certes. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un, qu'on vous dit, voilà, je cherche tel livre, et vous dit, voilà, telle édition, par contre, celui-là, il est la nouvelle édition. C'est-à-dire que c'est des gens du métier. Qui connaissent leur métier et qui peuvent conseiller le lecteur quand il vient. Malheureusement, à part quelques librairies sur la place d'Alger, et peut-être dans certaines grandes villes d'Algérie, déjà, il n'y a pas beaucoup de librairies. Il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de librairies. Quand on entre dans une librairie, on ne sent pas qu'on est dans une librairie, on a affaire à des professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont au fait de certaines choses. Ailleurs, quand vous lui demandez, il est devant son clavier, il vous dit, voilà, tel livre, il est telle édition, il y en a quelques-unes sur Alger. Je ne sais pas ailleurs, mais sur Alger, il y en a quelques-unes qui fonctionnent de cette façon-là. Parce que... ne représente pas l'Algérie. Tout à fait, non. C'est-à-dire quand on parle du livre, c'est tout un système. Il y a la famille, il y a les institutions, l'école. Il y a le prix des livres aussi. Bon, le prix des livres, bien entendu, c'est vrai que ce n'est pas à la porte de tout le monde. Mais même le prix du livre, j'aimerais faire un petit commentaire par rapport au prix du livre. Si certains jugent le livre qui est excessif, déjà, c'est vrai que c'est par rapport au pouvoir d'achat. Ouais, essentiellement par rapport au pouvoir d'achat. Mais d'un autre côté, il y a un paramètre qui est très important. Je crois qu'une mauvaise perception, c'est que certaines personnes croient que écrire, c'est très facile. Pendre une page, c'est très facile. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche. Malheureusement, quand quelqu'un lui dit, voilà, vous allez nous pondre un travail, une expertise, on vous l'évalue à temps. Pour eux, c'est-à-dire qu'il y a cette facilité de l'écriture. Non, il n'y a pas uniquement la facilité de l'écriture. Avant d'écrire, il faut penser à la chose. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il n'y a pas plus pénible, plus éreintant, plus ingrat que le travail intellectuel. Donc là, il y a une certaine mauvaise perception, une dévalorisation du métier, ce qu'on appelle d'écriture en Algérie. C'est la raison pour laquelle, quand j'entends certains dire « Ah, tel livre, il coûte 800 dinars, 1000 dinars, il est cher », ce n'est pas le fait le coût de production qui est très cher. Même les coûts de production sont quand même assez élevés. Ils sont assez élevés. Mais avant le coût de production, c'est-à-dire que je ne parle pas le côté technique, l'output, mais la réflexion, l'input, celui qui l'a écrit, qui l'a pondu, ça lui a demandé combien d'heures d'effort. On ne s'est jamais posé la question. Ma modeste expérience me dit que ça vous tue. Le jour où le livre est terminé, vous n'avez envie que d'une seule chose, allez vous reposer quelque part. Ah, tout est usé. L'esprit, les yeux... Quand vous écrivez un article scientifique, d'une dizaine de pages... Pour une publication scientifique qui exige certains standards, une double lecture anonyme et certaines revues de standards internationaux qui sont très exigeantes, les gens disent que 10 pages, 12 pages, voire même 20 pages, c'est quelque chose de très facile. Alors c'est un travail des mois et des mois, et des heures et des heures de travail. Ce n'est pas aussi évident. Donc, je crois que dans ce sens-là, il y a un travail, c'est-à-dire de repenser la façon dont les gens regardent le livre, ou plutôt l'écrit, le produit, c'est-à-dire que ce soit un livre, une étude, un petit roman et tout, et de dire finalement que, au-delà du prix, c'est qu'il y a un effort derrière. Peut-être que la question vient un peu en retard, mais j'aimerais savoir comment se fait le choix des livres qui vont être exposés dans une
au SILA, par exemple. Il y a une commission pluridisciplinaire donc, qui s'attelle à tout, donc, qui reçoit tous les titres qui doivent être exposés au SILA. Donc ils font le tri, ils font les lectures, ils font tout ce qui se doit. C'est une commission pluridisciplinaire dans tous les secteurs y participent. Ils font un travail de... Vous savez, le SILA, ce n'est pas les 10 jours du SILA. Le SILA, c'est une année de travail, une année de labeur. Sachant qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit à l'erreur dans le SILA. Et vous, tous les livres qui n'ont pas été lus auparavant, les nouveaux livres, c'est-à-dire sont lus, tous les nouveaux livres oui, sont lus, y compris ceux qui ont été déjà lus. Oui, parce que finalement, le quota peut contenir, peut contenir des révisions. Nouvelle édition. Oui, même s'il n'y avait pas de nouvelle édition, peut-être il y a des chapitres, il y a des trucs qui sont... Donc tout est passé au peigne fin. Ceci dit aussi, nous oublions deux choses à la fois. C'est comme si l'État, il faut que l'État est le premier acteur dans le livre. Bien sûr, l'État, c'est nous tous. C'est comme il a dit le monsieur, c'est la famille, c'est les institutions de l'État qu'il faut. Il faut qu'il y ait une coordination entre les institutions de l'État pour en faire de ce livre aussi un moyen de justement d'épanouissement. Expliquez, il faut qu'il y ait une coordination. Entre quelles institutions? Il ne faut pas qu'on attribue que le livre religieux pour les affaires religieuses. Il faut que les autres aussi. Je vois cette année aussi des romans inspirés, par exemple, par rapport à des personnages religieux. Cheikh El-Haddad, un roman, bon, ils ont pensé à faire par rapport à son mariage, par rapport à son parcours, etc., dans un roman où je trouve les mêmes... Donc il y a une autre vision qui se Mais le livre religieux n'est pas détache. seulement attribué au ministère des Affaires religieuses, non? Je n'en ai aucune idée, je ne fais pas partie du... Oui, il y a le ministère de la Culture qui chapeaute tout ça, la direction du livre. Mais ceci dit, je vais vous dire une chose. On peut contribuer par un équilibre. Si je fais dans le droit du travail, si je fais donc j'essaie de donner plus d'opportunités à l'Algérien. À partir de là, on rentre dans ce débat de choix et de ne pas aller dans le sens unique. Et d'avoir cette mosaïque et d'avoir cette culture pluridisciplinaire, si j'ose dire, en matière de lecture et en matière de choix de livres aussi. En tant qu'auteur, quels sont, parce que M. Driss a évoqué justement tous les problèmes liés au métier de l'écriture, que ce soit dans l'édition, dans l'écrit, etc. Et vous, en tant qu'auteur, mais la question vous est posée à tous, puisque tous, vous avez déjà écrit. Est-ce que justement toutes ces contraintes ne vous laissent pas, comment dire, écrire, pas vous, ne laisse pas l'écrivain, entre guillemets, quel que soit cet écrivain, aller vers la facilité, peut-être aller à l'extérieur, après écrire n'importe quoi pour essayer de plaire, pour essayer de publier, etc. Et donc peut-être aussi parfois aller vers l'atteinte et l'outrage de certaines valeurs à nous, les Algériens. Vous savez, rien que de faire sortir un livre, on est automatiquement déçu quelque part parce qu'on ne reçoit rien en contrepartie. Par contre, c'est comme si, ni sur le côté financier, ni côté... c'est comme si, au contraire, on nous attribue absolument rien. Les 10%, donc les 10 ouvrages qu'on prenne, on les distribue gratuitement aux gens et on achète encore d'autres ouvrages qui ne sont les nôtres et qu'on distribue pour faire plaisir aux autres. Enfin, pour faire plaisir aux autres, parce qu'il le faut. Au bout de 6 mois, 7 mois, on vous dit, voilà, vous avez 500 de vendus, 1000 de vendus, vous avez juste de quoi peut-être récupérer le peu de papier qu'il y a. Donc il n'y a pas un encouragement intellectuel dans ce sens, et c'est possible. Entre parenthèses, vous aviez raison de dire aussi... C'est les thématiques que vous choisissez. Je veux dire, il y a certains qui écrivent dans certaines thématiques, il n'y a aucun problème. Oui. Ça se vend très bien, ça fait les prix internationaux. Et après, il y a d'autres études qui sont excellentes.
Je vous jure, j'ai vu des livres qui sont excellents et qui sont dans des petits coins comme ça, dans des Il n'y a stands pas que très les petits éloignés. coins, même on n'essaie pas de communiquer là-dessus. Là aussi, il y a un problème de communication, pour ainsi dire. Vous êtes Pour sûr les, que c'est pour les, pour les, un pour les- problème juste de savez, communication? Non, je On ne ne- parle pas de communication par rapport au SILA. Le Oui. SILA, il Oui, il non, se mais je parle pas communique du tout SILA, seul. en fait, hein. Je Je vais parle vous pas du dire, SILA. les éditeurs ne font rien dans la communication. Ils attendent que le livre aille vers le public, lecteur. Or que c'est faux, il faut faire de la médiatisation, il faut faire des plateformes, il faut avoir cet esprit aussi Oui, mais d'aller... pour aller sur une plateforme, Travail de excusez-moi. marketing. Un travail de Non, mais marketing. attendez, mais Merci. pour aller vous allez répondre, mais pour aller sur un plateau ou pour être invité, interviewé par un journaliste dans les journaux, sur les journaux importants, il faudrait que vous intéressiez. Mais je ne dis pas que c'est pas intéressant. On est intéressé Vous parlez- plutôt par Il y a- certains. Auteur, vous savez, moi je suis dans la communication, Oui. donc je sois dans le droit du travail. Juste de ma casquette entre parenthèses, de syndiqué, pour faire passer un peu la chose. Et je trouve aussi, vous savez, dans le droit du travail, vous-même, vous ne connaissez pas vos droits, et moi, bon. J'en suis sûre. Hein. J'en suis sûre. Donc, aller vers cet esprit de vulgarisation que l'État prône à chaque fois dans les discours de vulgarisation, or que rien ne se fait dans la vulgarisation du vrai, enfin, tout ce qui est législatif, etc. Ceci dit, je n'incrimine personne, mais j'incrimine seulement les éditeurs pour le peu de communication qu'ils font par rapport à l'auteur, par rapport aux ouvrages, de beaux ouvrages aussi, qui sont en manque, qui sont en manque et qui sont bénéfiques aussi. Et c'est une façon aussi de faire un contrepas par rapport à cette insécurité qu'on voulait éviter, et éviter aussi tous les drames qui nous ont au passé secoués. Et justement, pour faire face à cette insécurité ou à une possible insécurité ou pour sécuriser, disons plutôt préserver, hein, pour ne pas évoquer ce terme de sécurité, si on essaye de faire le contrepoids, d'écrire le contraire de ce qui se fait, c'est pas évident que ça va être médiatisé, Le contrepoids, publié. c'est pas le contraire. Non, Oui, non, le contrepoids, oui. C'est un peu un équilibre dans Oui, mais le Oui, contrepoids. tout simplement. pour rééquilibrer, voilà. Oui, vous savez, bon, tous les problèmes que vient d'évoquer M. Batache existent, hein. Ils sont bien réels. Ils sont beaucoup plus réels pour les musulmans ou pour le monde arabo-musulman que pour l'Occident. Parce que, je sais pas, un romancier qui n'est pas du tout connu, il va soumettre, on a par exemple l'histoire de J.K. Rowling avec son fameux Harry Potter. Elle n'était pas connue. Son livre a été soumis à une lecture. L'éditeur lit. C'est lui qui va peut-être donner l'aval ou enterrer le projet, mais nous n'avons pas d'éditeurs qui lisent, ou très peu. Les éditeurs ne lisent pas. Les Ils ont des éditeurs, directeurs éditoriaux. Le Oui. directeur éditorial, c'est tout un poids au sein d'une maison d'édition. oui. Alors le problème, c'est que, par exemple, là, je connais un peu le système, les gens veulent bien vous éditer parce que vous êtes plus ou moins médiatisé. Et puis, avant la sortie du livre, puisque vous avez des TV shows, des émissions télé où vous avez des émissions radio, donc automatiquement, vous avez accès à une petite médiatisation, vous allez faire des plateaux, etc. Vous êtes intéressante. D'autres personnes pourraient écrire mieux que vous, plus intéressant que vous, n'auraient pas cette facilité. D'un autre côté, pire encore. dans les pays, en Occident par exemple, le livre religieux, c'est un créneau très très porteur. Il y a même des maisons d'édition carrément pro-sionistes qui éditent des livres sur l'islam. Parce que c'est vendeur. Le livre, il va se vendre à 400, 500 000 exemplaires. C'est une bonne affaire commerciale, et même plus par moment. Le problème est que nous sommes arrivés à un stade où il vaut mieux avoir affaire à un non-musulman qu'à un musulman. Parce que le musulman, il va vous dire, non, da'wa, on l'appelle, on t'achète les droits du livre et tu nous le vends et tu rentres chez toi. Donc, tout ça, ça n'encourage pas non plus à écrire. Moi, les miens, à un moment donné, je les distribuais gratuitement sur Internet. Donc, c'est bon. Il fallait... J'ai vu sur votre page. Oui, genre des milliers donc, de copies numériques. Et donc, à la limite, au moins, on
On a Oui, ce sentiment de... ce sentiment d'avoir plus ou moins contribué à quelque chose. C'est tout. Parce que, donc, combien de personnes sont-elles prêtes à faire cela? Je prends, si je devais prendre le Liban, par exemple. Le Liban, vous êtes un auteur connu, vous avez écrit un livre qui est intéressant. On va commencer par faire un jet de 2000 exemplaires qu'on va distribuer gratuitement sur tout Beyrouth. Et Dieu sait qu'il y en a des bibliothèques là-bas. Ensuite, en même temps, on va réserver une trentaine d'exemplaires à des plumes très très connues, des critiques qui jouissent d'une certaine renommée pour que le livre soit lu. On va évaluer les indices de vente sur la base des indices de vente et la critique qui va être faite. Est-ce qu'on passe à la production effective du livre ou pas? Et à ce moment-là, généralement, vous avez un livre qui sort et qui se fait sa propre publicité, sa propre promotion, dans la mesure où on vous dira un tel a dit ceci, un tel en a dit cela. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui se fait qui n'est pas du tout connu dans notre pays. Je vais vous dire, pardon, j'ai réalisé un ouvrage sur le droit de la sécurité sociale. Et comme le droit de la sécurité sociale, il va donc de la naissance, même avant la naissance, donc du moment où la femme elle est enceinte, même après la mort, oui, en matière de pension de réversion. L'éditeur lui-même trouve des difficultés à le donner complètement aux personnes, disons, entre parenthèses, spécialisées. Ils ne peuvent pas le lire. Donc on est obligé de le distribuer pour 5 ou 6 personnes. Celui qui est spécialiste dans la retraite, il prend donc sa moitié. Donc, on se heurte à ce problème-là de trouver des gens qui vont lire, justement. Oui. Qui lisent. Et c'est à ce moment-là que j'ai déduit qu'à un certain niveau, nous sommes aussi en deçà des... Limité. Voilà, limité. Mais je voudrais juste revenir sur un point, parce que nous sommes dans une émission à connotation religieuse. Et ce que nous remarquons dans ce qui se fait, ce qui se dit au quotidien dans la rue, c'est que les gens, quand vous parlez de religion, il faut dire Qal Allah, Qal Rasoul. Sinon, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, juste parce que nous parlons de sécurité. Même d'évoquer l'arabe aussi en tant que langue aussi, ça, oui. C'est comme s'il y a une connotation qui est très, très non, rapprochée. mais il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes en train de parler de sécurisation du champ intellectuel, mais sans pour autant verser dans l'inquisition. On n'est pas dans le fameux... Dans l'église de Rome, jusqu'aux années 60, il y avait l'index Liberorum Prohibitorum. Des gens comme Hugo, Jean Rousseau étaient indexés. On ne pouvait pas les lire, l'Église le refusait. Bon, ceux qui lisaient, c'était... On n'est pas du tout dans le fameux imperi nihil obstat, imprimatur ou potest. Ça n'a jamais existé en islam. C'était les 3 paliers de l'Église pour qu'un livre puisse être édité. Alors, le nihil obstat, ça veut dire que rien ne s'y oppose. Le potest peut être imprimé, et puis quand on a l'imprimatur, c'est bon, c'est le BAT, bon à tirer. Allez-y, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, c'était l'index. Tout ce qui ne cadrait pas avec la vision de l'Église était interdit. Le problème, c'est que même les anti-religieux, ceux qui ont été à la base, par exemple, de la Révolution française en France, ou les fameux partis radicaux qui étaient extrêmement opposés à toute idée de religion, ils ont tous imposé aussi leur censure un peu partout. Donc ce que les gens doivent retenir, c'est que pour peu que vous vous référiez à l'histoire même des musulmans, vous allez trouver qu'à l'époque de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, il y avait des athéistes qui venaient ouvertement discuter avec eux, proposer, c'est-à-dire faire face, jeter carrément le discrédit sur des données coraniques qui font office de vérité absolue chez nous. Les livres qui se vendaient, il y avait des livres que nous actuellement considérons comme dangereux, mais qui se vendaient, qui se lisaient.
C'est-à-dire qu'il y avait, même ceux qu'on appelle Ikhwan Safa, les frères de la pureté, qui restaient dans l'anonymat le plus total, leurs livres étaient copiés, vendus, distribués. C'est une littérature qui est arrivée jusqu'à nos jours. Donc il est vrai qu'il n'y a pas plus dangereux que les idées, mais il n'y a pas non plus dangereux qu'un esprit stérile, qui n'est fécondé que par une seule idée. Cet esprit, vous le lâchez dans le monde des idées, il va imploser, exploser, il va partir en... Je ne sais pas, dans l'espace sidéral. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus dangereux que les idées. Je ne pense jamais qu'une idée... Non, il faut avoir plusieurs idées pour... Pas du tout. Moi, en tout cas, je ne le pense absolument pas du tout. Juste une dernière question, mais très très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Il faut préserver, mais tout en comprenant qu'il n'y a pas de liberté à deux vitesses. En fait, juste pour abonder, Lincoln disait que si vous croyez que le savoir est cher, essayez donc l'ignorance. Je pense que l'ignorance, elle est plus dangereuse que le reste. En fait, c'est-à-dire que le plus difficile, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre entre la liberté d'expression et ce qui devrait être préservé. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on essaie de cadrer, on tombe dans certains travaux de dire tout est interdit, tout cela, de faire l'amalgame entre la critique constructive et fondée et l'invective et l'insulte. Et là, je crois que ça vient aussi de l'éducation, c'est-à-dire que le travail doit commencer dans les paliers, la famille, l'école, à l'université, au lycée, c'est-à-dire d'éduquer les citoyens à réfléchir, c'est-à-dire former des têtes bien faites et non pas des têtes bien pleines. C'est-à-dire que ça, c'est l'élément le plus important. Quand on dit leur dispenser le savoir, c'est-à-dire que le vrai savoir, et les inciter à se faire eux-mêmes une opinion de ce qu'ils doivent lire et de ce qu'ils lisent. Donc je crois que la sécurité intellectuelle et culturelle, ça commence à un moment donné par former le citoyen, le vrai citoyen qui réfléchit, c'est-à-dire ne pas quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui dit. Parce que le travers maintenant, ce qui se passe avec la toile, les réseaux numériques, l'Internet, c'est que beaucoup de jeunes, c'est-à-dire à la jeunesse, l'adolescence sont très fragiles, ont été malheureusement, c'est-à-dire induits en erreur par certains écrits, par certains discours dévoyés de la religion, et on en a fait des extrémistes, des bombes à retardement. Donc je crois que le vrai travail commence par la famille, par l'école, de former les citoyens et de dire que les citoyens, c'est quelqu'un qui réfléchit, et de ne pas dire qu'il ne doit pas réfléchir, que les autres doivent réfléchir à sa place. Un dernier mot, monsieur. Moi je rejoins votre invité. Seulement, au-delà du juste milieu, il faut aussi jeter ce débat-là. Il ne faut pas avoir dès le départ une crainte ou avoir peur. Il faut oser. Il faut oser à dire, c'est ça justement les premiers principes du changement. Il faut oser, il faut dire, il faut aller au-delà et dire qu'on est là et puis voilà, jeter cette révolution. Et que les auteurs se répondent par écrit. Il n'y aura que des justements. Chaque fois, la justesse et le bon sens prendra toujours le dessus. Inch'Allah. Monsieur Kamal Sharif Idriss Zahir Bettache, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.